Bien, alors on va regarder maintenant sur l'animal quels sont les effets biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques. Première étude, on est dans les années 90. Dans les années 90, le modèle, c'est, je dirais, la pollution électromagnétique, elle est provoquée par le tube cathodique. Ok. Le modèle biologique, c'est une plaquette d'œuf, par exemple. Et on va regarder quel est l'impact des ondes électromagnétiques sur l'éclosion des œufs. On va supposer qu'ils auront tous 2 pattes. Vous avez le lot témoin à gauche, en orange. Une vingtaine de pourcents, c'est la mortalité normale quand on ne fait pas grand-chose. Ok, vous avez 20% des poussins qui n'éclosent pas. Bon, très bien. Enfin, très bien, je ne sais pas, mais un constat, vous avez 20% de mortalité. Quand vous exposez les poussins à un écran à tube cathodique, alors exposés sur les 21 jours d'incubation. On ne fait pas semblant. Pendant 21 jours, ils sont exposés 24 heures sur 24. Vous avez une mortalité qui est quasiment de 60%. La conclusion, c'est quoi? La première conclusion qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas que les poussins regardent la télévision. C'est pas bon. Il faut pas, c'est pas bon. La deuxième conclusion, si on prend un modèle biologique, c'est de dire que le développement embryonnaire, c'est-à-dire tout le processus qui fait que l'œuf il part d'une cellule, puis 2, puis 4, puis 8, etc., ce processus-là est perturbé par les ondes électromagnétiques. Et le troisième lot qui est à droite, qui est exposé mais protégé avec ce petit système qui est basé sur la mémoire de l'eau, on va, avec ce micro-battement, remettre à la normale, donc la mortalité embryonnaire. Ok? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, donc c'est l'équipe de chercheurs dont je vous ai parlé au tout début, dans les années 2000 que j'avais croisé. Ils ont d'abord mis au point un système de protection, et en interne, ils ont vérifié que ça marche, mais ils voulaient avoir un dossier scientifique en béton pour montrer de façon incontestable l'efficacité de leur procédé. Et donc, ils ont mis en place toute une batterie de tests avec des protocoles scientifiques qui soient imparables. C'est-à-dire un lot témoin, un lot exposé, et puis pour leur système, un lot exposé et protégé avec leur système. Sur un nombre d'échantillons suffisant pour que ce soit statistiquement représentatif, avec donc l'analyse statistique qu'il y a derrière, et puis surtout un laboratoire indépendant qui fasse ça. Et effectivement, donc ils ont été mis en contact avec, c'était Madeleine Bastide, le professeur Madeleine Bastide, donc dans les années 90, à l'université de Montpellier. Madeleine Bastide, donc c'est une des premières qui travaillait sur l'homéopathie, donc université de Montpellier en pharmacologie. Donc quand ils lui ont parlé de ce système, elle leur a dit oui, bon peut-être, bon ok, posez-moi ça sur un coin de table, je verrai ça quand j'aurai 10 minutes. Donc on ne l'a pas payé, elle n'a pas été payée pour ça. Ok, on est vraiment sur une étude indépendante. Elle a constaté que, effectivement, il y avait des résultats intéressants. Elle les a rappelés, dites, c'est quoi votre truc là? Je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, les résultats sont extrêmement intéressants. Donc on a continué les études. On a exposé ces œufs 21 jours donc pendant l'incubation, et on a continué, pour ceux qui ont eu la chance de survivre, à les exposer pendant 38 jours. On a mesuré le système immunitaire avec la production d'anticorps. Vous connaissez les anticorps, c'est quand vous avez, je dirais, un virus ou ce genre de choses, une bactérie, quelque chose, une agression interne, le système immunitaire, il est là pour combattre ce système-là. Et c'est pour ça que quand vous avez une bonne grippe, vous êtes cloué au lit, parce que vous êtes justement, le système immunitaire, il prend beaucoup d'énergie. Là, on constate quoi? On constate qu'il y a un effondrement du système immunitaire lorsque les organismes vivants sont exposés à un champ électromagnétique. C'est un constat biologique. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat biologique. Effondrement du système immunitaire. Ça explique quoi ça? Ça peut expliquer que quand vous avez donc une personne qui est exposée assez souvent aux ondes électromagnétiques, qu'elle a un système immunitaire qui fonctionne mal,
le moindre petit virus, c'est pour elle. Ok ? Parce que l'organisme est fragilisé. Autre étude sur le nombre de globules blancs qui confirme donc l'étude précédente sur le système immunitaire. On a regardé également la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui va réguler le cycle jour-nuit. Et quand vous avez un effondrement de la production de mélatonine, ça peut expliquer pourquoi les personnes nous disent « j'arrive pas à dormir quand il y a le Wi-Fi ». Parce que la production de mélatonine est perturbée, tout simplement. Un très grand classique. Alors vous pouvez prendre de la mélatonine en complément alimentaire, bien sûr, mais ça serait peut-être bien aussi de corriger la cause. L'ACTH, vous connaissez l'ACTH ? L'ACTH, c'est une hormone de stress. Hormone de stress. Alors, le stress, quand vous avez imaginé une agression externe, typiquement un sanglier qui arrive dans la pharmacie, au hasard. Un grand stress. Vous avez d'abord une analyse du cerveau, l'hypothalamus, qui va analyser la situation et qui va dire là il y a une alerte, là il faut que tu bouges, et vite. Il va dire ça à l'hypothalamus. Donc pardon, à l'hypophyse. C'est l'axe hypothalamus-hypophyse surrénale. Donc l'hypothalamus, donc c'est une glande au niveau du cerveau, va analyser la situation. Si elle voit que c'est un petit chat, oh il est tout mignon, viens, no stress. L'hypophyse à ce niveau-là, elle dit ok c'est bon, tranquille. Mais si c'est le sanglier, l'hypothalamus reçoit le message urgence, va transmettre par justement les hormones de stress d'ACTH un message aux surrénales, les surrénales qui vont provoquer tout ce qui est adrénaline et tout ce qui va bien pour fuir ou combattre. Vous n'avez pas le choix dans ces cas-là. Sanglier, c'est fuir ou combattre. Il y a pas, le stress extérieur, c'est ça. Sauf si vous êtes un chasseur aguerri, allergique au chat. Un chasseur aguerri, moi je ne le suis pas, j'ai jamais fait l'expérience. Je vous incite pas non plus à le faire. Vous voyez un sanglier, bon attends c'est bon, c'est un jeune marcassin, t'es gentil, là je te reprends par la peau du cou, et zou, dehors. No stress. Mais si par contre il est allergique au poil de chat et ça va lui créer des problèmes respiratoires, là il va pas aimer. C'est l'hypophyse, donc c'est le cerveau, pardon, c'est l'hypothalamus qui va analyser s'il y a un risque ou s'il n'y a pas de risque. Et quand vous avez une agression extérieure qui est détectée, vous avez les hormones de stress qui se mettent en route. L'ACTH, c'est un des marqueurs. Et donc on constate chez ces organismes vivants qui ont été exposés à un téléphone portable l'augmentation quasiment x4 de cette production de l'hormone de stress ACTH. Corticostérone, cortisol, pareil, je dirais, ce sont des marqueurs, des marqueurs qui vont, je dirais, quand ils sont perturbés, c'est symptomatique d'un état de stress. On peut parler aussi de l'ion calcium. On a une modification de la concentration en ion calcium au niveau de l'hypophyse. On peut en parler encore un petit peu, mais je crains d'être un petit peu, soporifique si j'en parle trop longtemps là-dessus. Les neurones, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. On a mesuré une baisse de la prolifération des neurones, baisse de 25%. Les neurones, prolifération des neurones au niveau de l'hippocampe, qui de mémoire c'est la seule glande qui soit capable donc de générer ces neurones. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une baisse de la prolifération des neurones, c'est ou ça peut être la capacité d'apprentissage qui est directement impactée. Ça peut être la mémoire à court terme aussi. Moins de neurones, moins de mémoire à court terme. Mais les neurones ont été mesurés, donc la production de neurones a été mesurée au sein de l'hippocampe de mémoire. Et si vous avez moins de production de neurones, on peut supposer que la taille de l'hippocampe va diminuer. Et la baisse de la taille de l'hippocampe, c'est un des diagnostics majeurs pour la maladie de Alzheimer. Ça veut dire qu'on pourrait faire le lien
entre Alzheimer et les ondes électromagnétiques. C'est juste une hypothèse. On peut parler de l'ADN aussi. L'ADN, c'est le cœur de la cellule. On a mesuré 2 paramètres. Premier paramètre, c'est une protéine, SRE pour son petit nom, qui va activer les gènes de multiplication cellulaire. Je ne vous fais pas de dessin sur ce que c'est que la multiplication cellulaire. Vous savez ce que c'est. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est sur ce qu'on appelle les protéines de choc thermique, protéines de stress. Alors, ces protéines de stress, HSP70, c'est un des marqueurs biologiques quand on veut estimer, évaluer une pollution environnementale. Ça veut dire que si on veut mesurer, estimer s'il y a un stress extérieur, on va utiliser ces protéines de stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau des normes, je reviens au niveau des normes, on veut vraiment faire les choses dans les règles de l'art et avoir un test biologique, un marqueur biologique, on peut très bien prendre ces protéines de stress. Mais quelle est la principale problématique quand on pose une question? C'est qu'on risque d'avoir une réponse et qu'on sera obligé d'analyser la réponse. Ce qui peut être un petit peu embêtant parfois. Les résultats sont ici. Témoin en orange à gauche, exposé en rouge au milieu et exposé protégé donc en bleu. Voilà. Donc, vous voyez une multiplication par 4 du niveau de SRE qui donc quantifie la multiplication cellulaire. Je ne vous fais pas de commentaires plus loin là-dessus. Et le deuxième marqueur, on a une multiplication quasiment par 4 de ce marqueur de pollution environnementale lorsque ces organismes sont exposés à un téléphone portable. Donc si la norme veut prendre en compte un vrai marqueur biologique, on va montrer de façon incontestable qu'il y a un risque sanitaire fort provoqué par les ondes électromagnétiques des téléphones. C'est juste une remarque là aussi. Je reviens sur ce qu'on appelle l'axe HPA, hypothalamus, hypophyse surrénale avec mon sanglier. Parce que je l'aime bien, mon sanglier. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du système immunitaire, vous avez une bonne grippe, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie, qu'une seule envie, c'est d'aller dormir. Mais d'un autre côté, on vous demande de courir. Et incohérence entre les deux. Je fais quoi? Je cours ou je dors? Et là, le corps humain, il est bien fait parce qu'il est capable de gérer les urgences. Il est capable de gérer les priorités. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que la priorité, c'est quoi? Quand vous avez 15 personnes qui viennent pour un apéro surprise, c'est pas le moment de vous occuper de la réparation des volets du salon. Ça sera après. La priorité, c'est d'abord les 15 copains qui viennent prendre l'apéro. Et là, c'est pareil. Si vous avez une bonne grippe, la priorité, c'est pas de réparer, c'est pas de corriger la grippe, c'est de sauver votre peau, c'est le sanglier. Donc le corps, il est super bien fait. Il va inhiber le système immunitaire. Parce qu'on a besoin de toute l'énergie pour fuir ou combattre. C'est pour ça que c'est une des explications dans ce cas-là, pour les organismes exposés aux champs électromagnétiques, vous avez d'un côté les hormones de stress qui montent, et de l'autre côté le système immunitaire qui est complètement supprimé. Parce que vous avez une urgence à gérer. Mais à faire que des urgences en permanence, les volets du salon, il faudra quand même les faire, parce que sinon ça va tomber en lambeaux. À être en stress en permanence, c'est pas toujours bon. À un moment, il faut se poser et faire les réparations. Je reviens à mes fourmis, qu'on a vues tout à l'heure, témoins, exposés. Il y avait un troisième lot qui était exposé et protégé avec donc le système qu'on a vu tout à l'heure. On revoit que les fourmis reviennent avec un comportement qui est normal. Si vous voulez un graphe, il y en a qui aiment bien les graphes. On voit une baisse de 30%, 35% de la vitesse linéaire des fourmis. Ça veut dire qu'elles marchent moins vite. Augmentation quasiment x2 de leur vitesse angulaire. Elles vont beaucoup plus à gauche, à droite, etc. Constatation.
Si vous voulez regarder sur YouTube, j'aime bien YouTube, vous tapez un mot-clé CMO fourmi, vous avez la vidéo complète qui dure une petite dizaine de minutes et qui va, je dirais, vous présenter cette étude sur les fourmis. Et vous aurez en plus l'immense avantage de voir un monsieur barbu qui est Maurice Fillon-Robin et qui est l'inventeur des CMO, que je remercie au passage. Bien, alors toutes les études qu'on vient de voir, c'était sur l'animal. Si on devait transposer ces études à l'homme, baisse de la mélatonine, c'est tout ce qui est fatigue, trouble du sommeil. Système immunitaire qui est en chute libre, c'est tout ce qui est infection chronique. Hormones de stress, tout ce qui est irritabilité. Et neurogénèse, mémoire à court terme, capacité d'apprentissage. Alors ça tombe bien, on a fait des études aussi sur l'homme. Je vais passer vite pour ne pas vous endormir. On a mesuré, je dirais, les grands symptômes. Donc on a pris 1 millier de personnes.